La crise sanitaire qui a lourdement impacté le système éducatif impose de repenser l'enseignement, mais quelles sont les mesures qu'il faudra prendre alors que désormais la priorité est accordée à la santé? Aïcha Badialo, bonjour. Bonjour. Depuis le mois de mars, la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à l'éducation en laissant sur le bas-côté des milliers d'élèves. Quelles sont, pour l'ancienne directrice générale pour l'éducation de l'UNESCO que vous êtes, les leçons qu'il faudra tirer de cette crise? Il faudra simplement se dire qu'on n'a pas le droit de laisser sur le bas-côté les enfants pauvres appartenant à des familles pauvres. Ils ont accès, il faut qu'ils aient accès à leur droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Donc il faut absolument qu'ils continuent à apprendre, même s'il y a le Covid. Et les ministères de l'éducation nationale doivent trouver des moyens, des stratégies pour ce faire. Alors, à l'évidence, il faudra trouver de nouvelles façons d'enseigner, mais avec quels moyens alors que désormais la priorité pour tous les gouvernements, c'est la santé? Or, la clé pour combattre le Covid, c'est bien l'éducation. Et il faudra à tout prix que les enfants continuent à apprendre. Et là, qu'est-ce que les pays africains en général ont fait? Ils ont utilisé des stratégies multiples. Il y en a qui ont utilisé la radio, donc diffuser les contenus par la radio. Enseignement à distance. Oui, parce que chez nous, en Afrique, 80% des familles ont la radio. Il y en a qui ont utilisé la télévision. Et donc, mais malheureusement, tout le monde n'a pas la télévision à la maison. Et même s'ils ont la télévision, il y a des coupures intempestives, de telle sorte qu'au moment où on broadcast les leçons, les enfants ne peuvent pas s'il n'y a pas de lumière. Et les filles en particulier, même s'il y a la lumière, les leçons apparaissent. Souvent, on les envoie à faire la cuisine, à faire la vaisselle, à laver les habits. Donc, les filles, souvent, sont délaissées pour compte. Il y en a qui utilisent, mais c'est surtout au niveau de l'enseignement supérieur, ce sont les plateformes numériques. Mais là, si on n'a pas de computers, on n'a pas d'iPad, on n'a pas d'iPhone et Android, de téléphone Android, vous ne pouvez pas avoir accès. Et comme ça coûte cher, et c'est là où les gouvernements doivent négocier avec les fournisseurs d'Internet, soit de donner aux élèves et aux étudiants l'accès à Internet à bas prix, ou alors carrément gratuit. Les pays africains ont négligé deux choses, deux domaines extrêmement importants, c'est la santé et l'éducation. De telle sorte que quand le Covid est arrivé, ça a été brutal. Il fallait tout de suite se remettre en cause et trouver une solution. Et c'est pour cela que dans le futur, parce que le Covid n'est pas là pour finir, j'ai très peur que ça continue jusqu'en 2021, voire au-delà, ou même à réapparaître. C'est d'avoir des systèmes qui soient résistants, des systèmes qui puissent rebondir chaque fois qu'il y a une crise. Et c'est un défi extrêmement important pour les gouvernements. Alors, comment repenser l'école de demain? Il faudra reconstruire complètement l'éducation. Il faudra tout de suite se dire, il faut mettre en place, développer des systèmes qui puissent mettre en place l'utilisation des TIS, donc la technologie de l'information et de la communication. Nous sommes obligés de le faire. On n'a pas le droit de laisser les enfants sur le bord du chemin. Ils sont obligés de le faire. Une des révélations de cette crise, c'est que l'enseignement n'est plus réservé qu'aux seuls enseignants. On a vu la forte implication des parents qui se sont impliqués pour tenter de sauver une année qui semblait condamnée. Faut-il repenser les cursus? Tout à fait, il faut le refaire. Les parents qui se sont impliqués, ce sont ceux qui sont alphabétisés et ceux qui ne le sont pas. Et c'est là où le bas blesse. Il faut absolument impliquer les parents et il faudra remettre à niveau les gosses dont les parents n'étaient pas alphabétisés et qui ne pouvaient donc pas leur apporter l'appui nécessaire pendant la période de cette éducation à distance. Alors, certains pays ont décrété une année blanche au niveau de l'enseignement. Est-ce une bonne décision? Non. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, mais une année blanche pour un enfant, une année pour un jeune, c'est une perte énorme. Et pour les jeunes filles du primaire et du secondaire, il y a un danger. Les parents sont tentés de les marier parce qu'ils se disent qu'ils perdent de temps. En fait, dans le domaine de l'éducation, ce que nous souhaitons souvent, c'est de pousser rapidement les jeunes filles à finir le primaire et le secondaire pour les sauver justement de ces mariages précoces
et forcées et des grossesses aussi non désirées. Et donc, une année blanche, c'est dur. Et c'est une perte énorme pour le budget national. En Afrique, sur les 33 millions d'enfants non scolarisés, plus de 60% sont des filles. Hein. Oui. Quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place pour leur éviter d'accumuler les discriminations dont elles sont victimes et que vous évoquiez à l'instant? Il faut supprimer toutes les barrières qui empêchent les filles d'avoir accès à l'éducation, de continuer et de réussir. Et cela est facile. Il suffit simplement d'avoir un environnement favorable à l'apprentissage où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de discrimination. Et c'est là où la formation des enseignants est extrêmement importante. Que l'enseignant sache que les filles, aussi bien que les garçons, ont chacun un potentiel. Et donc, il faut les considérer sur le même pied d'égalité. Et lorsqu'un enfant a des faiblesses, c'est à l'enseignant de retrouver la faiblesse et d'y remédier. Mais quel bilan faites-vous, Aïcha Diallo, sur les 2 forums internationaux sur l'éducation qui se sont tenus en 2001 et en 2016? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois, on a mis l'accent sur justement le fait qu'il n'y avait pas assez de filles dans les écoles, qu'il y avait cette discrimination. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un constat permanent qu'on fait chaque fois? C'est un constat permanent. Il faut quand même avouer que les pays ont fait des efforts, mais ce n'est pas assez. Les efforts ne sont pas tout à fait adéquats. Il faut avoir peut-être des projets spécifiques pour les filles. Par exemple, avoir des bourses pour les filles, pour leur permettre d'avoir des cours de mathématiques, de physique, de chimie, en dehors de la classe. Nous l'avons fait en Guinée. Hein. On a constaté que les filles, dès qu'on leur donne cet appui-là, elles avancent rapidement et elles réussissent. Et le taux de perdition est faible. Eh oui, à ce moment-là, ça devient faible. Il suffit simplement de les suivre, de faire confiance aux filles. Parce qu'en fait, c'est ce manque de confiance qui amène les filles, timides surtout, à ne pas vouloir s'exprimer dans la salle de classe. Il faut les encourager à s'exprimer. Il faut vraiment les amener à s'exprimer. Alors, l'offre de l'enseignement privé s'est beaucoup développée en Afrique au cours de ces 2 dernières décennies. Si elle permet de combler une offre que l'enseignement public ne peut pas combler, on se rend compte que la formation professionnelle est toujours en retrait. Oui. Là, on dit d'ailleurs que le taux d'accès d'enrôlement au niveau de l'enseignement technique de la formation, ce n'est que de 8%. Et les filles sont très peu nombreuses. Et quand elles y vont, c'est pour faire de la coiffure, des trucs comme ça, mais pas dans le domaine technique même. Et pour revenir à l'enseignement privé, mais ce sont les enfants riches qui vont dans les écoles privées. Et donc ça ne comble pas le déficit. Ce sont les enfants des pauvres qui vont à l'école publique. Et souvent, il y a des grèves intempestives. Et quand il y a des grèves, les enfants perdent. Parce que quand l'école reprend, quand les enseignants reprennent, les cours, les programmes ne finissent pas. Et quand les examens arrivent, il y a des échecs. Donc, l'enseignement privé, oui, mais ça ne comble pas. Il faut absolument que le gouvernement mette de l'argent dans l'enseignement public pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce droit fondamental. Et sur la formation professionnelle, qui est toujours laissée pour compte? D'abord, il faut convaincre les parents que l'enseignement technique et la formation professionnelle est indispensable. Les ouvriers, s'ils ne sont pas bien formés, les techniciens, s'ils ne sont pas bien formés, on sera obligé d'importer. Moi, je vois par exemple dans le domaine de la soudure, les jeunes filles du Libéria que le Forum des éducatrices africaines avait prises en charge pour qu'elles puissent avoir un métier, elles ont fait de la soudure, mais elles étaient excellentes. Ou de l'électricité, avec leurs petites mains, elles étaient excellentes. Mais ce sont des métiers extraordinaires. Et on gagne beaucoup d'argent avec l'enseignement technique et la formation professionnelle. Mais les parents se disent, si j'envoie mon enfant là, cela veut dire... C'est un échec. C'est un échec, alors qu'en fait, non. Alors comment changer justement l'image de la formation professionnelle? Il faut vraiment beaucoup de sensibilisation. Je me souviens, j'ai eu un élève une fois qui m'a dit, il en avait jusque-là. Il me dit, mais tante, il faut dire à mon père que moi, je ne veux plus continuer. Je ne peux pas. Je veux faire de la mécanique comme lui. C'était un excellent mécanicien.
Alors j'ai appelé son père, je lui ai dit, il peut venir. Comme nous nous connaissions bien, je lui ai dit, écoute, ton fils m'a dit qu'il préfère être ton apprenti à apprendre. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il a sorti toutes ses sœurs pour leur faire de la mécanique. Et ces filles-là, il faut les voir sous les camions, sous les voitures. C'est extraordinaire. Aïcha Diallo, quels sont les défis que devra relever l'éducation demain pour être résiliente et plus équitable, car les crises, qu'elles soient politiques, sanitaires ou même environnementales, vont se reproduire? Il faudrait que l'éducation soit au-dessus de la politique. Le jour où les parents, d'ailleurs toutes les populations vont comprendre que l'éducation doit être au-dessus de la politique, nous pourrons résoudre le problème. Ensuite, il faut que le secteur de l'éducation ait un budget adéquat pour lui permettre vraiment de développer des politiques éducatives qui soient inclusives et qui soient équitables. Pour que tous les enfants, d'où qu'ils sont, où qu'ils soient, parce que surtout ce sont les enfants en zone rurale qui sont délaissés pour compte, ou alors les enfants qui sont dans les suburbs, vous savez, dans les villes, là, dans les bidonvilles. Oui, dans les banlieues. Dans les banlieues. Bidonvilles même, on dirait. Ces gosses-là ne travaillent pas. Même s'ils vont à l'école, ils n'apprennent pas grand-chose. C'est de se dire, il faut mettre l'accent sur ceux qui en ont le plus besoin. Donc les enfants des bidonvilles, les enfants des zones rurales. Et mettre l'accent sur les filles et les femmes. Parce que lorsque les filles viennent à l'école, c'est que les garçons aussi viennent. Donc, lorsque l'on a comme focus, comme groupe cible les filles, on a tout le monde à l'école. Et la prise de conscience, vous pensez qu'elle est effective aujourd'hui? Il faut continuer à sensibiliser. Ce n'est pas fini. Cette sensibilisation ne finira jamais. Il faut constamment rappeler au gouvernement, à toutes les parties prenantes d'ailleurs, dont les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes, et puis les partenaires internationaux. Oui, le secteur privé même dans nos pays. Parce que souvent, le secteur privé ne met pas l'argent dans le secteur de l'éducation, alors qu'ils ont besoin des ressources humaines que nous formons. Donc, il faut qu'eux aussi, ils mettent la main dans la poche. Les partenaires au développement le font. La Banque mondiale, l'UNICEF, UNESCO, tout ce monde-là. Les bilatéraux aussi mettent de l'argent dedans. Mais les secteurs privés chez nous, les fondations chez nous, doivent mettre l'argent dans la poche pour former les enfants. Nous avons tous intérêt à le faire. Merci Aïcha Diallo. Merci.